Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop chaud cet été. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, vous avez été nombreuses et nombreux à le réclamer, c'est une vidéo sur les familles d'âmes d'adoption. Donc les familles d'âmes d'adoption, c'est quoi? On va d'abord parler du principe, on va expliquer un peu ce que c'est. On va voir ensuite ensemble d'où ça vient, la famille d'âmes d'adoption, comment ça se fait qu'on ait une famille d'âmes d'adoption, quels sont les facteurs qui peuvent influencer tout ça. Et ensuite, on verra ensemble qu'en faire de cette famille d'adoption. Est-ce que c'est un boulet à tirer ou est-ce que ça peut être un cadeau déguisé? On verra ça. La famille d'âmes d'adoption, donc je rappelle qu'on parle des familles d'âmes bâtisseurs, visionnaires, artisans de la paix, passeurs et sages. Donc, ça peut, parfois quand vous lisez le livre ou quand vous faites un atelier ou quand vous essayez d'identifier votre famille d'âmes, parfois on hésite entre deux familles. Moi j'ai souvent ça en séminaire, des gens qui hésitent entre deux familles. Ou vous hésitez peut-être entre plusieurs familles. Un phénomène qui peut expliquer ça, c'est notre famille d'âmes d'adoption. La famille d'âmes d'adoption, comme son nom l'indique, c'est une famille qu'on a pu adopter, mais qui n'est pas vraiment notre essence profonde. Donc c'est un petit peu comme un masque que vous porteriez ou un déguisement que vous mettez. Ça peut être intéressant de vous poser comme question quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec des amis ou quand vous êtes seul, dans quelle sphère vous arrivez à être vraiment vous-même, vraiment vous connecter à votre nature profonde, et peut-être que dans d'autres sphères, vous devez porter un déguisement ou jouer un jeu social ou un jeu professionnel. Donc si j'en reviens aux familles d'âmes, la famille d'âmes d'adoption, imaginons qu'on a quelqu'un qui est passeur, mais qui a adopté la famille d'âmes visionnaire, on va dire de lui qu'il est passeur d'adoption visionnaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une famille d'âmes? Il y a différents facteurs, selon notre expérience, qui peuvent influencer ça. Le premier facteur, ça va être le système familial. Donc, imaginons que vous arrivez dans une famille d'agriculteurs, où on travaille dur, où on se lève tôt le matin, où on a littéralement les mains dans la terre. Inconsciemment, cette famille va plutôt attendre de vous, enfin de l'âme qui s'incarne, de l'enfant qui arrive, qu'il soit bâtisseur, qui puisse aider à travailler à la ferme et puis qui puisse récolter les fruits du labeur de ses parents et reprendre la ferme plus tard. Et donc, imaginons que vous êtes dans une famille d'artistes, ils pourraient avoir tendance à plutôt attendre des enfants qui sont d'une famille d'âmes, d'artisans de la paix. Ou si vos parents sont deux avocats brillants, très forts dans le discours et dans l'éloquence, ils vont de férus de livres et de bibliothèques, ils vont peut-être plutôt vivre à la visionnaire, parce que c'est un peu la famille d'âmes qui sera à la mode dans la famille. Donc ça peut être, ça peut déjà vous influencer. On peut se rendre compte que dans la famille d'avocats, de vivre à la visionnaire, de fonctionner comme un visionnaire, c'est bien vu. Et donc parfois c'est une façon simplement de se faire aimer, de recevoir de l'amour ou de recevoir de la reconnaissance. Alors, une autre chose qui peut influencer aussi, c'est parfois il y a une star dans la famille. Une mère qui a élevé seule ses trois enfants tout en menant une carrière professionnelle brillante. Ou un grand-père qui a été résistant pendant la guerre. Et donc souvent, il est cité ou elle est citée en exemple dans la famille. C'est un peu une histoire qui revient régulièrement. Et donc si cette personne est d'une certaine famille d'âmes, ça peut influencer et faire que vous avez tendance à prendre les codes de cette famille d'âmes parce que c'est toujours cité en exemple. Parfois ça peut être par rapport à une star ou un acteur ou un chanteur, une chanteuse, un groupe que vous aimez bien. Et donc vous les admirez tellement que vous avez tendance à vouloir vivre comme eux. Ou vous avez peut-être une bande d'amis où ça discute toujours politique, géopolitique, etc. Il y a peut-être plein de visionnaires dedans. Et donc vous avez tendance à aller là-dedans alors que c'est peut-être pas votre vraie famille d'âme. D'autres choses qui peuvent influencer aussi votre famille d'âme d'adoption, quelquefois, moi j'ai vu, il y a des souvenirs de vie antérieure. Donc je rappelle que pour cette incarnation, vous avez une seule famille d'âme, mais on peut, d'une incarnation à l'autre, changer de famille d'âme. Et donc parfois, il y a des réminiscences de vie antérieure où vous étiez très attaché à votre famille d'âme. Ça peut aussi générer une famille d'âme d'adoption. Et je dirais qu'il y a aussi un aspect culturel ou géographique. Par exemple, en Europe, on a encore une société qui est souvent très patriarcale, même si c'est en train de changer, mais lentement. On pourrait avoir tendance
à attendre qu'un homme soit bâtisseur, hein, parce que voilà, il est là pour mettre le point sur la table, et d'une femme qu'elle soit artisane de la paix verte, parce que c'est le cœur, c'est le côté maternant, etc. Donc c'est très caricatural, mais ça peut arriver, un peu comme les émotions, où la société va vous dire qu'un homme n'a pas le droit de pleurer et qu'une femme n'a pas le droit d'être en colère. Donc au même titre que les émotions, vous avez évidemment droit à toutes les familles d'âme. Je rappelle que peu importe le genre, il n'y a pas un genre qui est connoté avec une famille d'âme. Et donc voilà, donc parfois il peut avoir une influence culturelle et je dirais une influence géographique. Ça va peut-être être plus facile d'être un bâtisseur, donc d'être un entrepreneur aux États-Unis où c'est très facile de lever des fonds dans certaines régions des États-Unis. Peut-être que ça va être plus facile d'être un passeur en Inde avec les ashrams, etc. Il y a plus une ouverture spirituelle qui est presque là par défaut. Et en Belgique et en France où je travaille, souvent ça va être bien vu d'être visionnaire parce que voilà, on utilise son cerveau, on est rationnel, donc ça va être bien vu. Donc voilà, tous ces éléments, ça peut influencer votre famille d'âme d'adoption. Moi, par exemple, je suis passeur et je suis visionnaire d'adoption. J'étais dans une famille très matriarcale où ma maman était visionnaire et où on fonctionnait un peu à la visionnaire. Sa maman elle-même était visionnaire. Et donc, c'est-à-dire que je suis passeur d'adoption visionnaire. Donc, que faire quand vous avez identifié votre famille d'âme d'adoption? Donc déjà, vous pouvez ne pas avoir de famille d'âme d'adoption. Parfois, il y a des gens, on appelle ça les étalons. Donc, quand ils viennent en séminaire, ils respirent artisans de la paix. Ils ont l'air d'être des artisans de la paix et c'est des artisans de la paix. Donc, souvent, on utilise ces personnes justement pour les autres qui sont un peu plus indécis. Et donc, voilà, donc vous n'avez pas nécessairement une famille d'âme d'adoption. Et on pense que la famille d'âme d'adoption peut évoluer au cours de votre existence. Bon, nous, on étudie les familles d'âme que depuis 15 ans, donc on va dire, on n'a pas vraiment plein de générations sur lesquelles on peut comparer, etc. Mais voilà, ça c'est plutôt une hypothèse que Dominique et moi on a, c'est que ça peut évoluer avec le temps, la famille d'âme d'adoption, pas votre famille d'âme. Et donc, que faire avec cette famille d'âme? Donc, une fois que vous l'avez identifiée, ça peut être intéressant, comme je disais en début de vidéo, de dire, tiens, pour moi, le truc qui est le plus intéressant, c'est comment est-ce que vous gagnez votre vie? Donc, est-ce que vous gagnez votre vie par rapport à votre famille d'âme, par rapport à votre nature profonde, ou par rapport à une famille d'âme d'adoption? Donc, je ne suis pas en train de dire que vous devez démissionner, mais c'est toujours intéressant. Donc, identifiez un peu les différentes sphères de votre vie où vous avez l'impression d'être vraiment vous-même et où vous avez l'impression d'être plutôt dans votre famille d'âme d'adoption. Quand vous êtes à un grand repas de famille, par exemple, comment est-ce que vous êtes? Quand vous êtes avec votre conjoint, votre compagne, votre partenaire de vie, comment est-ce que vous êtes? Quand vous êtes avec les enfants, quand vous êtes à votre travail, quand vous êtes dans vos hobbies ou quand vous êtes seul. Donc, quel est l'endroit où vous avez le plus facile à être vous-même et quel est l'endroit où vous allez peut-être être plutôt dans votre famille d'âme d'adoption. Et donc l'idée de la famille d'âme d'adoption, déjà c'est pas un problème d'avoir une famille d'âme d'adoption, c'est pas une fatalité. L'idée c'est que si vous êtes, imaginez-vous en voiture, l'idée ce serait que votre famille d'âme soit au volant et votre famille d'âme d'adoption soit plutôt au siège passager. Donc que vous soyez connecté à votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes sur cette terre par rapport à votre famille d'âme. Et donc du coup, une fois que la famille d'âme d'adoption a pris un peu moins d'importance, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui doit donner le lead, votre famille d'âme d'adoption, elle peut être utile. Par exemple, moi quand j'ai écrit le livre sur les familles d'âme, je suis passeur, donc j'étais assez connecté, je recevais des messages, mais mon côté visionnaire m'a permis de pouvoir écrire avec structure, pouvoir envoyer des courriers corrects aux éditeurs en espérant d'être édité, d'avoir un document Word correctement formaté, d'avoir un œil spécifique pour la relecture, pour être sûr que ce soit bien structuré et cohérent. Donc moi, ce qui me faisait vraiment... ce qui mettait vraiment l'essence, qui me faisait avancer d'écrire un livre, c'était de pouvoir éveiller les consciences grâce aux familles d'âme, donc vraiment ma mission de passeur, mais le côté visionnaire m'a aidé. Mais ce n'est pas le côté visionnaire qui était aux commandes. Donc je vous invite à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez des familles d'âme d'adoption. Est-ce que vous connaissez votre famille d'âme d'adoption?
Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour être un peu plus dans votre famille d'âme plutôt que votre famille d'âme d'adoption? Donc je vous invite à échanger dans les commentaires. Et ben, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle rentrée. À bientôt les belles âmes.